Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir celle que je vous ai parlé très souvent. C'est une conférencière, auteure et coach dans le domaine de la dépendance affective. D'ailleurs, elle avait écrit 2 livres dont je vous en ai déjà parlé. Il s'agit du syndrome de Tarzan, gagner au jeu des échecs amoureux. Et le suivant, c'est charmer ou séduire, ou c'est l'inverse, hein. C'est lequel déjà? Je vais venir à ton secours, c'est séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ah voilà, exactement celui-ci. Donc, avec un point d'interrogation, parce que chacun choisira. D'accord, effectivement. Donc, il s'agit de Pascal Piquet. Merci à toi, Pascal Piquet, en tout cas, de m'accueillir, en fait, d'être venu pour cette interview. Donc, merci. Tu sais que je vous accueille dans l'hôtel où je vais donner un séminaire le 23 et 24 juin. Ça s'appelle les Bulles de Mer. C'est tout rénové. Vous avez le décor derrière moi. C'est vraiment un endroit paradisiaque avec un hôtel qui est sur la plage. C'est la 3e édition pour 2018. Donc, on a un personnel extraordinaire et chaleureux. Et tu sais que l'environnement est important quoi qu'on fasse. Donc, cet environnement-là est parfait pour un séminaire. Super. Ah, super. En plus, le décor, le design il est magnifique. Oui, tu vois derrière moi. D'où l'importance déjà d'être dans un bon climat, déjà, non seulement avec soi-même, pour ensuite l'être avec les autres. L'art déjà de commencer par soi. C'est l'un des points clés déjà justement pour justement vivre dans le bien-être et dans le bonheur. Exactement. Ouais. Donc, Pascal, je te propose de te présenter, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis coach de réussite. Tu sais pourquoi je n'aime pas dire coach de vie? Parce que tout le monde peut vivre sans nous, n'est-ce pas, mon cher Nassim? Tout à fait. Mais nous sommes coachs de réussite, c'est-à-dire que pour réussir, les gens ont souvent besoin de nous. Donc, je vous entraîne au succès, c'est ma définition. Et puis, après un parcours abracadabrant que je raconte dans le syndrome de Tarzan, je suis devenue coach parce que je repose mes méthodes sur mon expérience de vie. Alors, tu sais que les personnes qui vont apprendre sur les bancs d'école sont des personnes académiques, comme les psychologues ou les psychiatres, ils sont académiques, alors que nous apprenons sur les champs de bataille. J'ai appris sur les champs de bataille, j'ai traversé la dépendance affective, je l'ai terrassée. C'est ce qui fait aujourd'hui de moi un bon guide pour les personnes qui sont combatives et qui veulent vraiment en sortir. Tout à fait. Et justement, tu l'as traversé, mais c'est quoi en fait les éléments clés dont qui a été plutôt les gros challenges à travers cette dépendance? Mais il faut se souvenir que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. C'est aussi simple que ça. Souvent, on pense que c'est de rester accroché à quelqu'un qui ne nous convient pas. C'est un des dérivés de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le grand vide qu'on ressent à l'intérieur et que l'on va combler par toutes sortes de choses. Alors, malheureusement, on peut tomber dans des compulsions comme l'alcool, le sexe, le jeu, le travail, le sport, la nourriture, et j'en passe et des meilleurs, pour remplir ce vide. Et on va aussi, dans les cas extrêmes, tomber dans les phobies, tic obsessionnel compulsif, la dépression, le burn-out et le suicide. Ça vraiment, c'est l'extrémité de l'extrémité, mais c'est ce qui pousse les gens au suicide. C'est ce grand vide qu'ils vont ressentir à l'intérieur. Et donc, en plus de ça, on peut être aussi dépendant de notre être humain. Donc, si on a des compulsions et on n'est pas dépendant de notre être humain, on devient un indépendant affectif, c'est-à-dire on ne veut plus de relations. Ou alors, on devient dépendant de notre être humain, d'un conjoint, mais pas uniquement, mon cher Nassim, tu le sais. On peut aussi devenir dépendant des amis, des collègues de travail, du patron, des inconnus, des parents, des enfants, de toutes sortes de personnes qui ont cette faculté dans notre tête de remplir le vide. Mais on ne le remplira pas, de toute façon. Donc il y a les gens qui sont en compulsion et qui ne veulent plus de relations. Il y a des gens qui restent agrippés à des personnes qui ne leur conviennent pas et qui n'ont pas de compulsion. Et il y a des personnes qui réunissent les deux. Et dans le passé, j'ai réuni les deux, n'est-ce pas? C'est que j'étais avec des conjoints qui m'ont beaucoup nui, violence conjugale. Et tu connais la légende, hein, c'est moi qui les attaquais. Quand je n'arrivais plus à discuter avec eux et que j'étais à bout de ressources et d'arguments, je leur sautais à la figure. Et ça finissait en match de boxe, très équitable. Ils me rendaient les coups. Et puis l'alcool a été associé à tout ça aussi parce que je faisais de l'anxiété généralisée, ce que je ne connaissais pas. Et ayant la cage thoracique écrasée par cette souffrance, eh bien, pour arriver à respirer, je buvais. Et en buvant, j'avais la sensation que je n'avais plus de problème, donc je ne faisais plus d'anxiété, et j'avais un beau mal de tête le lendemain, et l'estomac à l'envers. Et en sachant que l'alcool étant un dépresseur, le remède est pire que le mal, parce que je buvais pour arriver à respirer, et puis le lendemain matin, je me levais dans un état comateux épouvantable, qui boostait encore plus l'anxiété, donc je rebuvais encore plus pour annuler ce stress-là, cette anxiété-là, et bien de fil en aiguille, on devient alcoolique. D'accord.
Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'indépendance affective. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre l'indépendance affective et l'autonomie affective? Eh bien, l'indépendance affective clame la peur de la dépendance. Quelqu'un qui est un indépendant affectif est quelqu'un qui a été broyé par des relations, pas uniquement des relations de couple, hein, qui a été broyé par des amis, des collègues de travail, peu importe, et qui refuse les relations, qui va être très très distant. Donc il devient un indépendant affectif, c'est-à-dire qu'il ne veut plus de relations avec les autres. Versus le dépendant affectif qui, lui, s'agrippe à toutes les personnes qu'il croise. Et on se souvient que le syndrome de Tarzan, c'est rester agrippé à une personne qui ne nous convient pas toute notre vie, ou passer d'une liane à l'autre, par peur de tomber dans le vide affectif. Donc, on a cette faculté de s'agripper à la même personne, ou de passer d'une personne à l'autre par peur de la solitude. Là, on est un dépendant affectif, ou alors un indépendant affectif. Eh bien, on est allé d'échec en échec, la confiance et l'estime diminuent à chaque échec, et du coup, on décide de ne plus avoir de relation. Et souvent, ces gens vont avoir une compulsion. Donc, ça va être des célibataires endurcis, où ils vont butiner à droite à gauche, mais sans s'engager. La peur de l'engagement est également un symptôme de dépendance affective, parce qu'on est un indépendant affectif. D'accord. Justement, après, pour être autonome affectivement, c'est-à-dire en autonomie affective, c'est-à-dire que toutes ces caractéristiques qui caractérisent l'indépendance affective, c'est en fait qui est exclu en fait de ces ingrédients. Oui, parce que l'autonomie affective, qu'est-ce que c'est? C'est être libre. Libre de toute dépendance, libre de toute mauvaise programmation et libre du jugement des autres. C'est-à-dire qu'on est parfaitement capable de vivre à travers soi-même. Alors évidemment, il y a des théories qui vont te dire qu'on est tous des dépendants affectifs. Tu sais que ça me dresse les cheveux sur la tête parce que c'est faux. C'est vrai que l'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en famille, en couple, absolument. Mais pas à n'importe quel prix. Et c'est pas vrai que quelqu'un qui décide d'être ermite meurt instantanément parce qu'il est coupé des relations avec les autres personnes. Donc, on est un indépendant affectif ou un dépendant affectif quand on a besoin ou peur des autres. Mais quand on est autonome, on vit à travers soi. C'est-à-dire qu'une personne heureuse plus une personne heureuse, ça fait deux personnes heureuses. Une personne malheureuse plus une personne malheureuse, ça fait deux personnes malheureuses. Ça fait un couple qui coule, ça fait 1 moins 1 égale 0 ou moins 1 égale moins 2. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est ce principe-là. Être autonome, effectivement, c'est vivre à travers soi et ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureux. C'est pour ça que les histoires de « je cherche ma moitié », c'est assez fatigant, parce que si tu cherches ta moitié, ça veut dire que tu es une demi-personne. Une demi-personne, ouais. Ça fait quoi? Ça fait qu'une seule personne. Ouais, tout à fait. Non, en même temps, c'est rempli de bon sens, parce que aussi, être dans une vie d'adulte, c'est justement faire preuve de maturité et d'avoir des challenges plutôt quelque chose de positif. En même temps, ça découle aussi de l'éducation. Je ne sais pas après toi ce que tu en penses, mais après, tout dépend comment on a été conditionné. Je dis ça de manière vulgaire, mais bon, c'est un petit peu ça. Mais je voulais justement avoir ton avis de comment aujourd'hui la vie d'adulte, elle est à l'heure actuelle. Tu soulignes un bon point, le mot adulte. C'est qu'effectivement, l'autonomie affective, c'est être adulte dans toutes les sphères de sa vie. Alors que quand on est en dépendance, on peut être adulte dans certaines sphères de sa vie, et notamment la vie professionnelle, et retomber dans des chaussures d'enfant, le fameux enfant intérieur qui prend les commandes et qui nous envoie dans les tours du 11 septembre, parce que c'est un terroriste terrorisé. Alors, l'autonomie affective, c'est être adulte dans toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce qui se produit quand on est en dépendance? Eh bien, on a, avec un stimulus externe, une faculté à retomber dans nos chaussures d'enfant, et on est un enfant terrifié aux commandes d'un avion d'adulte. Alors, c'est cette dualité qui rend un petit peu fou mes clients, c'est-à-dire qu'ils me disent « j'ai l'impression qu'on est deux à l'intérieur ». Oui, on peut être parfaitement adulte dans certaines sphères et parfaitement enfant, mais enfant terrifié. Et tu sais qu'il y a une nuance à apporter. Il ne faut pas confondre l'âme d'enfant et l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est celui qui rime avec peur, c'est-à-dire que lui, il est aux commandes d'un avion qu'il ne sait pas piloter. Alors que l'âme d'enfant, c'est très précieux, c'est la capacité à s'émerveiller et à s'amuser. Ça, c'est précieux et c'est à conserver. Mais l'enfant intérieur, lui, il y a, comme tu le sais, deux avis différents sur le sujet. En psychothérapie, on te dira probablement qu'il faut le chouchouter, le dorloter, qu'il faut le rassurer. Bon. Ça revient à l'histoire du bois que tu avais racontée à la dernière conférence. Exactement. C'est parce que si tu es agent de bord et que tu sais qu'il y a un terroriste en première classe et il va sauter sur le dos du pilote à un moment donné du vol, vas-tu être tenté de lui servir du champagne ou le prendre par la peau des fesses et le sortir de l'avion? Donc, on peut... Chacun fera ce qu'il veut. Il y a des personnes qui vont le dorloter, mais ça veut dire implicitement que vous acceptez qu'il reste là et que vous acceptez qu'il prenne les commandes à n'importe quel moment.
Et quand il prend les commandes, un enfant terrifié ne peut pas avoir de bon raisonnement. Ma théorie, c'est qu'il faut le faire grandir, c'est-à-dire qu'il faut le rendre complètement adulte, de façon à ce qu'il retourne dans le passé, là où il est le mieux, n'est-ce pas? Qu'il retourne dans le passé, il sera heureux, et que l'adulte prenne complètement les commandes dans toutes les sphères de notre vie, c'est-à-dire autant dans la sphère professionnelle, sociale que privée. Donc l'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé, et il ne peut pas avoir de sens commun. Il faut le renvoyer dans le passé, faire grandir cet enfant, et comment on le fait grandir? En développant la confiance et l'estime, tout simplement. Et tu parlais aussi de dépendance émotionnelle, si je me souviens bien. Et Oui. justement, par rapport à l'enfant intérieur, comment il peut le développer en fait, une fois qu'on est rentré dans la dépendance affective, on vit déjà tous les symptômes. Après, sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce que ça engendre? C'est toujours une question de confiance et d'estime. Effectivement, il y a la dépendance affective, donc c'est le vide qui est à l'intérieur, et la dépendance que j'ai nommée émotive, parce qu'on est émotivement dépendant d'un autre être humain. On se souvient dans ce que je viens d'expliquer que quand quelqu'un est en compulsion mais pas en relation, il a la sensation qu'il n'est pas dépendant. Essaie de lui enlever sa bouteille ou sa drogue, tu vas voir le résultat. Donc, émotivement dépendant d'un autre être humain, c'est être émotivement dépendant d'un conjoint, mais aussi des parents, des enfants, des amis, de toutes sortes de personnes. Et ce qui est le plus absurde, c'est qu'on devient émotivement dépendant des inconnus par la peur du jugement. Donc, cette dépendance émotive, elle fait la distinction avec la dépendance affective qui, elle, produit le grand vide à l'intérieur qui va pousser dans les compulsions. C'est vrai que c'est mélangeant, c'est très mélangeant. C'est très subtil, je dirais aussi, parce qu'il y a une différence énergétique entre d'être dans l'amour ou dans la peur de perdre. Parce qu'énergiquement, à l'intérieur, ça se ressemble beaucoup. Et parfois, être dans l'un ou l'autre, on ne sait pas en fait lequel au final où on est. Oui, c'est parce qu'en fait, être aimé, c'est être heureux. Et ce dont tu parles, c'est la névrose, c'est-à-dire que être émotivement dépendant d'un autre être humain, c'est être en déséquilibre affectif, bien évidemment, et c'est rebondir sur les cinq blessures d'enfant qu'avait mis à jour Lise Bourbeau, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, ce sont des blessures d'enfant. On s'entend qu'adulte, ça ne se produit plus. Ces blessures-là n'existent plus. On sait gérer notre vie, on mène cette vie-là tambour battant avec de la confiance et de l'estime, donc on n'a plus ces blessures-là. Mais quand vous êtes affecté de la peur, ne serait-ce que du rejet, de l'abandon, c'est l'enfant qui prend les commandes, et là, le problème s'installe, à des degrés plus ou moins élevés, puisque tu sais que j'ai repris l'échelle de Richter des tremblements de terre, j'ai pris l'échelle de Richter pour situer la dépendance affective, et donc c'est de 1 à plus de 10, moi-même j'étais beaucoup plus haut que 5 et plus, hein, c'est parce qu'entre 1 et 4, on peut avoir une vie normale, on peut manquer un peu de confiance et d'estime, ça n'affectera pas notre vie dans le sens souffrance ou douleur. 5 et plus, ça commence à devenir délicat. Tu sais qu'on a répertorié, je crois, il y a 5 violences. La violence psychologique, la violence physique, la violence verbale, la violence économique et la violence sexuelle. Exactement. À 5 et plus, on tombe dans ces violences-là. Donc, il faut vraiment être prudent parce que ça peut provoquer des dégâts épouvantables. Ça n'est pas normal de se disputer dans un couple, c'est pas vrai que c'est normal. Ça n'est pas normal de se réconcilier sur l'oreiller parce qu'on vient de s'insulter, on vient de se taper dessus et ensuite on a une relation sexuelle. Or, la seule personne dont on devrait être proche, c'est la personne qui nous respecte le plus. Et qu'est-ce qui se produit? C'est la personne qui vient de nous insulter ou qu'on vient d'insulter, ou qui vient de nous frapper ou qu'on vient de frapper, ou d'humilier, ou tout ce que vous voulez. Et on se rend compte qu'on va avoir une relation sexuelle après ça, quelque chose qui ne marche pas. D'où la problématique que je pose d'ailleurs très souvent, c'est elle est où la bonne foi à travers tout ça? Si on a des rapports sexuels juste pour des mauvaises raisons, ou faire telles actions pour de mauvaises raisons, bah, au final le résultat reste toujours le même et le problème n'est jamais résolu. Et après c'est ce qui fait effet de boule de neige sur le long terme. Et absolument, mais il n'est pas résolu, c'est parce que aimer ça doit reposer sur l'amour, ça a l'air absurde, hein, mais ça repose tellement souvent sur la névrose pour la majorité des gens. Un acte sexuel, c'est la fusion de 2 personnes dans le respect. Donc tu sais ma philosophie de l'amour, c'est le crack. C'est RAC, hein, c'est confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Respect, je me respecte, la personne se respecte et réciproquement. Respect, admiration. Pas adulation, hein? Je ne mets pas l'autre sur un piédestal. J'admire mon conjoint, ma conjointe, et réciproquement, je l'admire pour tout ce qu'il est. Il est mon miroir. Il est mon miroir. C'est moi que je vois à travers ses yeux et vice-versa. Et le dernier C, c'est la complicité. Et la complicité repose sur le sexe et sur l'historique.
plus je connais une personne, plus je l'aime, et du coup, bien, ça doit augmenter. On doit gagner en points, les points doivent se multiplier et non pas se diminuer comme le permis de conduire à points. Tu sais, là, plus tu conduis mal et moins tu as de points, et un beau jour, l'autre n'a plus de points du tout, puis tu laisses ce chauffard te rouler dessus, t'écraser, c'est là que ça ne marche plus. Donc, aimer, c'est être heureux, et ça repose sur la confiance et le respect en priorité. Donc, quand on s'est disputé, insulté, humilié et frappé, comment est-ce que c'est naturel d'avoir une relation sexuelle? Qu'est-ce qui se produit? C'est que les deux enfants intérieurs veulent se rassurer. Donc, après s'être déchirés complètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent dans une fusion sexuelle pour être certains et se rassurer que l'autre est toujours là. C'est en fait quelque part une sorte un moyen de garder la relation, faire vivre la relation, mais pour une raison autre que l'amour réel, quoi. D'où d'ailleurs c'est je t'aime, je te hais. Or, l'amour et la haine sont opposés. Ça n'a rien à voir. Il faut surtout pas tout confondre. C'est avec la névrose, tu es mon dealer d'affection. Quand tu es là, je t'aime, tu t'en vas, je te hais. Tu reviens, je t'aime, tu t'en vas, je te hais. Il n'y a pas une switch on et off. Donc, on se déchire, on se hait, on se tape dessus, on se dit des bêtises épouvantables. Puis après, allez hop, je t'aime. Hop, on couche ensemble. Hop, on recommence. Après, hop, on recommence à se taper dessus. Hop. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Ça ne peut pas avoir aucune corrélation avec l'amour. C'est impossible. Ça me fait penser à une belle citation, c'est plutôt la réplique d'un film qui s'appelle Fight Club, qui dit « Ce que tu possèdes finit par te posséder ». C'est un petit peu ce concept-là. Ah mais complètement, parce que tu finis par être dépendant, bien évidemment. C'est tout à fait la dynamique qui va s'installer. Donc après, par manque de confiance, qu'est-ce qui se passe? Jalousie, bien évidemment. Je deviens jaloux. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me prenne ma bouteille d'oxygène. Et comme je manque de confiance en moi, je remets mon flambeau tous les jours, où je remets mon conjoint sur la table aux enchères tous les jours, parce que comme moi je sais que je ne vaux rien, je suis sûre que quelqu'un d'autre va me le prendre, donc mon titre est remis en jeu tous les jours. C'est affreux, c'est absurde. Quand on aime quelqu'un, on aime tout de la personne. Donc il n'y a plus personne qui peut nous intéresser, les autres deviennent des lampadaires. Je ne sais pas pour toi Nassim, mais moi, avec mon conjoint, les autres deviennent des lampadaires. Je n'ai plus aucun intérêt pour eux, parce que mon conjoint réunit toutes les qualités que je recherche et vice versa. Donc, quand je n'ai pas confiance en moi, je me dis que mon conjoint va trouver quelqu'un d'autre de mieux que moi, c'est évident, la planète en est recouverte, je suis en compétition avec toutes les femmes de la planète, et du coup je deviens folle, ou je deviens fou, et je vais être furieusement jaloux ou jalouse, et je veux conserver mon bien, donc je vais le couper de tout le monde pour l'isoler, pour qu'il soit juste à moi, parce que c'est ma bouteille d'oxygène. Or, quand on est amoureux et qu'on repose vraiment sur l'amour, on a une confiance absolue en l'autre, parce qu'on sait qu'on est exactement ce qu'il recherche, et vice versa. Comme tu dis, ce qui vient à propos de la recherche, je voudrais revenir sur l'aspect sacrifice, concession, compromis, comme tu disais dans tes livres, et pour quelles raisons justement il ne doit pas y avoir ces ingrédients intégrés dans la vie de couple d'aujourd'hui. Je les appelle les SCC, sacrifice, concession et compromis. Évidemment, je suis contre ces principes-là parce que c'est toujours un bras de fer dans lequel on va perdre. Une belle relation équilibrée, que ce soit professionnelle, sociale ou privée, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc c'est une zone de confort qu'on va trouver les deux et dans laquelle on va s'installer et on va être gagnant les deux dans le principe qu'on aura mis au point. Quand il y en a toujours un qui perd, et puis on s'entend que c'est souvent le même dans une relation de ce style, quand il y en a un qui perd, eh bien c'est de la graine de frustration parce que en fait on s'oublie soi, on ne se respecte plus. Et tu sais, sur mes phrases du jour sur ma page Facebook, c'est dire oui pour acheter la paix, c'est dire non au respect. C'est-à-dire que vous allez être des bénis oui, ça va être oui à tout, sacrifice, concession, compromis, et finalement vous devenez esclave. Et à force de devenir esclave d'un autre, qu'est-ce qui se produit? On provoque le mépris. Donc un esclave n'a jamais provoqué le respect. Quand vous vous rendez esclave de quelqu'un, vous allez provoquer son mépris et il va être de plus en plus dur avec vous parce qu'il va vous mépriser. Et le déséquilibre s'installe parce que la personne méprise celui qui se laisse mépriser, qui est esclave. Celui-là va encore plus se rabaisser, ce qui va faire en sorte que l'autre va encore plus le mépriser, celui-là va se rabaisser, celui-là va encore plus le mépriser. Et tu vois, on s'inscrit dans un cercle vicieux. Et bien ça ne peut pas bien finir. Tout à fait. Comment en fait on reconnaît son roi et ou sa reine? Ah, ça c'est gagner au jeu des échecs amoureux. En fait, c'est d'établir des critères simples et tu vas établir par exemple 5 critères, peu importe lesquels, mais ils sont tous reliés et ils chapeautent d'autres critères bien évidemment. Mais dans ces critères-là,
c'est la description de soi-même qu'on va faire. Donc 5 critères que nous possédons et que nous voulons retrouver chez la personne d'en face. Et à ce moment-là, une fois que tu rencontres quelqu'un qui a ces 5 critères, eh bien, ça peut être un candidat intéressant. Ensuite, il faut regarder ton tableau de bord pour voir s'il n'y a rien qui clignote. S'il y a un voyant lumineux rouge qui clignote, il faut les valider, ce que c'est. Poser les 5 questions qui sont dans Gagner au jeu des échecs amoureux pour savoir si la personne est en dépendance affective. Donc il y a toutes sortes je dirais, de filtres qu'il faut utiliser pour voir si on a en face de soi la bonne personne. Mais il faut que ce soit une personne comme soi, qui ait les mêmes critères que soi et on se ressemble, qui se ressemble, s'assemble. C'est pas vrai que les extrêmes s'attirent, c'est pas possible que les extrêmes s'attirent. Si tu mets en présence une personne qui aime la montagne avec une personne qui aime la ville, une personne qui est dépensière avec une personne qui est radin ou économe, une personne introvertie avec une personne extravertie, ça va pas marcher. À un moment donné, ça va accrocher. Ça va accrocher. Il faut aller chercher quelqu'un comme nous. C'est aussi évident que ça. Donc, après ça, après la lecture de Gagner au jeu des échecs amoureux, le tableau de bord, les critères, eh bien on doit connecter à 3 endroits différents, la tête, le cœur et les tripes. Comme les prises dans le mur, tu sais là, il y a trois. C'est comme les prises dans le mur. Eh bien la tête, c'est les croyances et les valeurs. Est-ce que j'ai les mêmes croyances, les mêmes valeurs que la personne? Est-ce que je suis rendu au même endroit? Est-ce que j'ai la même vision du couple que cette personne? Il faut que ça marche avec ça. Les notions de respect, les notions de confiance, on doit être sur la même longueur d'onde. Le cœur, c'est les sentiments, et les tripes, c'est le sexe. Il ne faut pas oublier le sexe. Alors, tu as des gens qui, ça marche qu'au niveau du sexe, le reste, c'est une catastrophe. Quand les gens sont parallèles au plafond, tout va bien. Quand ils sont perpendiculaires au sol, ils s'arrachent les cheveux. Mais ils pensent que comme le sexe va bien, ils sont sauvés. Et puis, à l'inverse, tu as ceux qui vont se fonder sur la tête et le cœur, mais ils veulent plus de sexe. Donc, ça va être des relations de coloc, des relations d'amitié. Mais le sexe, ils ont été échaudés par des passions, des relations passionnelles qui sont des relations de névrose. Et du coup, comme ils se sont rendus compte que quand il n'y a que le sexe qui fonctionne, c'est dramatique, alors ils ne veulent plus une relation fondée sur le sexe, à tel point que le sexe commence à diminuer et qu'ils l'oublient. Et les seules choses qui vont compter pour eux, c'est la tête et le cœur, être bien avec quelqu'un, avoir des sentiments pour cette personne, mais côté sexuel, ils ont levé le pied. Donc ça fait toujours des relations déséquilibrées. On doit vraiment se brancher à ces 3 niveaux-là. J'ai une autre question. Est-ce que le dépendant affectif, il peut être considéré de manière inconsciente comme le pervers narcissique de lui-même? Ah, ça là, tu sais que ça aussi, c'est un de mes chevaux de bataille, ça, le pervers narcissique manipulateur. Je souris parce que, en fait, on a des gens qui sont en situation de survie uniquement. Et quand plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue, pervers narcissique manipulateur, là on l'a, on a un méchant bourreau, mais c'est simplement dans mon monde à moi le trou noir affectif, celui qui prend tout, versus le desperado qui donne tout, et donc on est face à des gens qui sont tellement en situation de survie qu'ils sont prêts à tout donner ou à tout prendre. Donc dis-moi un petit peu, quand un pédophile va donner un bonbon à un enfant pour le faire tomber dans ses filets, est-ce qu'il est pervers? Oui. Est-ce que quand un desperado donne tout à son trou noir pour acheter l'amour, est-ce qu'il est pervers? Oui. Est-ce que l'autre est pervers de tout prendre? Oui ou non. Donc soit les deux, celui qui donne et celui qui prend sont des pervers, soit aucun des deux ne l'est, mais ils sont en situation de survie. Et c'est certain que quand on est en situation de survie, on revient au règne animal, on revient à l'homme préhistorique, en situation de survie, on va absolument mettre au point toutes sortes de stratégies conscientes et inconscientes, mais surtout inconscientes, pour obtenir ce qui est nécessaire à sa survie, c'est-à-dire cet oxygène-là. Alors comme ce sont des gens qui sont en situation de survie, qui deviennent donc intelligents en développant des techniques particulières pour obtenir ce qu'ils veulent, on va les traiter de pervers. Bon. Et narcissiques, pourquoi? Parce qu'ils ramènent tout à eux, parce que l'oxygène, on en a besoin et que ces gens-là pensent qu'ils ne peuvent pas respirer à travers eux. Donc tu connais ma formule habituelle, si on est tous les deux au fond de l'eau, et puis toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là, imaginons qu'on est tous au fond de l'eau, il y a une seule bouteille d'oxygène et la personne qui va attraper la bouteille d'oxygène va survivre quand les autres vont crever. On n'a pas tous pervers narcissiques, moi je le sais, je vais foncer pour avoir la bouteille, je ne veux pas mourir. Mais maintenant je sais que j'en ai une incorporée, je n'ai pas besoin de la bouteille des autres, n'est-ce pas? J'en ai eu besoin, il fut un temps, avec 2 conjoints avec lesquels c'était abracadabrant. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de personne, je suis dans le plaisir et c'est ce qu'il faut atteindre. Être dans le plaisir avec les gens, amis, professionnels ou privés, et non plus dans le besoin. Parce que le besoin, ça conduit à la dépendance et à la soumission, alors que le plaisir, ça conduit à la liberté et à l'autonomie. Tout à fait.
Bah justement, ouais, il y a eu juste un petit décalage au niveau de la vidéo, donc juste je rétablis ça. Sinon, quel est le message que tu aimerais faire passer aux gens qui sont en train de t'écouter à l'heure actuelle? Parce que comme la plupart, il y en a qui sortent, il y en a qui sont en train de vraiment baigner dans la dépendance affective, d'autres qui subissent des ruptures vraiment imprévues, inappropriées. Donc quel est le message, ton intention à travers cette interview? Mais premièrement, Nassim, c'est que la rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Donc, à la suite d'une rupture, qu'est-ce qu'on fait? On fait une autopsie. On autopsie chaque relation pour savoir de quoi elle est morte. Elle est morte de dépendance affective. Versus le célibataire qui, lui, souffre de solitude, il a le même problème. Bon, on vient de rompre, on est malheureux, ou on souffre de solitude, étant célibataire, on est malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on évalue simplement la confiance et l'estime. Et c'est ça, toujours ça qu'il faut booster. Tu prends tous les problèmes des êtres humains, tous, et tu regardes sur quoi ça repose, manque de confiance et d'estime. C'est la priorité. C'est la priorité pour être adulte. Donc, il faut développer cette confiance et cette estime. En PNL, j'ai monté mes propres techniques et j'ai un programme particulier qui fait que c'est ce qui va absolument muscler ces deux éléments-là. Et tu sais que je reçois des clients européens à la campagne, chez moi au Québec, sur une propriété de 37 hectares. Ça s'appelle le coaching VIP. Donc pendant une semaine, je reçois mes clients, je vais les chercher à l'aéroport, c'est individuel. Je vais les chercher à l'aéroport, je m'en occupe pendant une semaine complètement. Ils s'en remettent à moi, ils se reposent, je les chouchoute, je les download, je les coach, je leur fais faire des activités toutes reliées au bien-être. Il n'y a pas de, je les abandonne pas dans la forêt avec une boussole et hop, t'as 3 jours pour revenir. Et attention aux ours. Non, je les chouchoute. Tout est prévu pour le bien-être. Et puis je les remets d'aplomb et ensuite je continue à les suivre. Mais c'est vraiment une remise en forme, tant au niveau mental que physique. Et puis ils sont dans un environnement sécurisé. Et pendant une semaine, on travaille à développer la confiance et l'estime, et après, je les renvoie dans leur environnement naturel, mais je fais un suivi. Donc c'est ça, le secret, c'est de développer la confiance et l'estime, et c'est l'effet domino. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as développés, tout se remet d'aplomb. Dans toutes les sphères de ta vie, tu te remets d'aplomb. Alors que si tu en manques, c'est l'effet domino l'inverse, c'est que tout s'écroule. Tu vas avoir des catastrophes dans ta vie professionnelle ou des catastrophes dans ta vie privée ou dans les deux, mais ça repose toujours sur le manque de confiance et d'estime. Alors le message que je veux faire passer, c'est qu'on en sort, que ça se répare très vite et que grâce à la PNL et aux techniques que j'ai mises au point, on peut muscler ça d'une façon tellement rapide que moi j'ai des personnes qui sont en couple et l'autre n'arrive pas à croire, mais c'est pas possible que tu aies changé si vite. Mais si, c'est possible. Bien sûr que si. Quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants, Nassim, qui regardent tes vidéos, mais quand on nous a dit que le Père Noël n'existait pas, est-ce qu'on a cru à nouveau qu'il existait? Non. Jamais de la vie. Donc c'est vraiment d'avoir cette assurance que on peut absolument développer la confiance et l'estime de façon très rapide. En même temps, il faut être combatif. Ça là, c'est une condition sine qua non et c'est là-dessus que je vais choisir mes clients. Ce sont des personnes combatives. Les passifs qui veulent juste raconter leurs problèmes et être écoutés, je les comprends. Et c'est là que la psychothérapie est parfaite. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin de sentir qu'ils sont épaulés. Moi, mes clients, ce qu'ils veulent, imagine une flèche qui leur traverse le corps, ils me disent, tu la vois Pascal, la flèche là? Tu mets tes 2 pieds sur mon torse et puis tu tires dessus, je veux m'en débarrasser. Eh bien c'est ça, voilà, c'est vraiment les combatifs. Je suis coach, je suis un entraîneur, j'entraîne mes clients au succès, c'est vraiment muscler la confiance et l'estime et reprendre une vie d'adulte épanouie pour le bonheur, parce que le bonheur existe. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait, absolument. Sur tout point, j'ai été d'accord quasiment dans l'ensemble de l'interview. En tout cas, c'est exactement, tu as répondu même à toutes mes questions que j'ai prévues, donc sur toute la lignée, ça a déjà été très détaillé, très structuré et très clair. Voilà, le bonheur et l'amour existent et c'est très simple. Le bonheur est simple. Moi, mes clients, quand ils passent une semaine avec moi, ils voient que je ne fais rien de spécial. Je prends soin de moi, je dors de bonne heure, je mange bien, je fais du sport, j'ai une vie saine et tu sais que je suis ici pour un séminaire anti-stress. Moi, ma vocation, c'est d'éliminer le stress. C'est pas d'apprendre à le gérer. Je souris quand j'entends on va faire un séminaire gestion du stress. Ah ouais? Est-ce qu'on peut faire un séminaire gestion du cancer ou gestion des problèmes? Non, on veut les éliminer. Est-ce que vous voulez gérer un partenaire infidèle? Est-ce que vous voulez gérer des problèmes? Est-ce que vous voulez gérer une maladie? Non, on veut les éliminer, s'en séparer. Donc, et c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a des principes simples pour éviter les situations stressantes. Et je rebondis sur le stress et travailler sous pression. On s'entend que
le stress, c'est quelque chose qui anesthésie complètement les capacités de quelqu'un à faire face à une situation, alors que travailler sous pression, c'est nécessaire pour certaines personnes. Personnellement, tu sais que je jongle avec plusieurs projets en même temps, je fais beaucoup de choses, mais je n'ai pas de stress. Mais parfois, je travaille sous pression, surtout quand je suis en déplacement à l'étranger, comme en ce moment en France, mais c'est productif. Alors, beaucoup de personnes vont avoir un plaisir immense à travailler sous pression, mais pas dans le stress. Il faut vraiment faire la différence. Et c'est quoi la différence justement avec l'anxiété? L'anxiété, c'est un message du subconscient pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc ça va commencer par des épisodes d'inconfort. On ne va pas les écouter, c'est la petite voix, on ne les écoute pas. Ça va continuer avec des moments des petits épisodes d'anxiété, mais ça devient de plus en plus désagréable, mais on ne l'écoute pas. Puis après, ça fait carrément des épisodes de plus en plus longs d'anxiété. Après, ça fait de l'anxiété généralisée. Et puis après, ça devient tellement insupportable que certains vont aller jusqu'à se suicider. Donc c'est juste un message du subconscient pour nous dire qu'on n'est pas à la bonne place. Parce que vous remarquerez que quand vous allez bien, quand vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes, il n'y a plus d'anxiété. Donc c'est vraiment comme le jeu quand on était enfant, tu sais, nos parents cachaient quelque chose et on devait le retrouver. Et ils disaient tu refroidis, hop, tu chauffes. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'objet qui était camouflé, les parents disaient ah tu chauffes, tu brûles, hop, et on trouvait l'objet. Et bien c'est ça, le subconscient c'est la même chose. Quand on n'est pas au bon endroit, il monte en puissance dans l'anxiété, il la met de plus en plus fort. C'est pour vous dire que vous vous éloignez du bon endroit ou de la bonne situation, de la bonne personne. Et quand vous revenez dans la bonne situation, le bon endroit, la bonne personne, on remarque que on n'a plus d'anxiété. Donc c'est toujours un message du subconscient, c'est un système d'alarme pour nous dire qu'on est à côté de la plaque. Et ça c'est très important à respecter. Tu sais que les gens veulent se l'arracher l'anxiété, c'est comme un détecteur de fumée. Si tu enlèves les piles et qu'il commence à y avoir un incendie, bien le détecteur ne fonctionnera pas, tu vas brûler dans la maison. Alors que quand tu as un détecteur de fumée, bah, tu sais que s'il commence à hurler, il y a de la fumée, s'il y a de la fumée, il y a un feu, et il est temps de l'éteindre. Alors l'anxiété c'est la même chose, c'est très précieux. Moi-même, quand je commence à ressentir un inconfort, je vais évaluer immédiatement, mais que s'est-il passé? Parce que je ne veux pas que ça continue et je sais qu'il y a un intrus. Je sais qu'il s'est passé quelque chose qui est en train de m'éloigner de mon confort. Donc je l'identifie et tu sais que j'adore mon confort, j'adore la sérénité. Tout ce qui va m'en éloigner va être éradiqué assez rapidement. Et c'est exactement ce à quoi sert l'anxiété. C'est de vous dire, vous êtes en train de vous éloigner de votre bien-être là. Tu as vu ma métaphore qu'on n'a jamais vu un parapet ou une barrière de sécurité traverser une route. Hein. Ouais. Ça veut dire que quand la voiture se retrouve dedans, c'est que c'est nous qui avons quitté la route. Et bien c'est ça, quand on quitte la route, l'anxiété est là pour nous dire, hop, attention, tu es en train de t'éloigner de la route, tu t'éloignes, tu vas finir dans un champ de patates, attention. Voilà l'anxiété. Donc elle est productive, elle est précieuse. Et le mieux, c'est de garder les piles dans le détecteur de fumée puis qu'ils ne se mettent pas à hurler. Tout à fait. Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, toute l'audience qui est en train de nous écouter? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je suis sur mon site www.pascalpiquet.com, sur ma page Facebook également, et puis sur Twitter où j'envoie de temps en temps des messages. Mais sur ma page Facebook, tu le sais, hein, j'écris mes propres phrases du jour, qui sont toujours imagées et métaphoriques. Et puis, si vous voulez des renseignements, écrivez-moi sur ma page de site, hein, www.pascalpiquet.com. Vous trouverez mon adresse email. Il y a toutes les informations concernant les différents coachings que je propose, puisque je fais aussi par Skype. Donc je vais dans le monde entier par Skype, les personnes me reçoivent dans leur salon du monde entier, et c'est une formule qui est très très prisée aussi, parce que même si les gens sont loin et qu'ils n'ont pas les moyens de venir me voir pendant une semaine, je peux les coacher. Bon, en tout cas, toutes les informations que tu nous as citées seront déjà dans le descriptif de la vidéo. Donc, en tout cas, je te remercie infiniment, Pascal. En tout cas, tous tes outils sont vraiment d'une or très précieux, surtout qu'en plus, la plupart de tes livres, c'est quand même considéré comme le saint graal de la dépendance affective vis-à-vis de ceux qui me suivent. Et en tout cas, je te remercie infiniment parce que, en tout cas, ça va faire beaucoup de bruit, ça va changer de résultat, en tout cas vis-à-vis des gens qui recherchent des solutions à travers ce genre de problème qui est encore d'actualité. Et ce que je te propose pour terminer cette interview, c'est l'histoire du Grand Canyon. Ah oui, pour ceux qui se moquent des gens de dépendance affective. C'est vrai que le premier soulagement des gens qui vont regarder ta vidéo, Nassim, et puis je te remercie beaucoup de me donner cette opportunité-là, c'est de comprendre de quoi ils souffrent.
Et là, il se dit, je suis pas fou parce que je me traîne au pied de quelqu'un ou je deviens fou parce que j'ai peur d'être seul ou toutes sortes de choses. Non, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes absolument pas fou. C'est juste un problème de mauvaise programmation. Vous êtes en manque de confiance et d'estime et ça vous pousse dans des pièges. Et quand on se moque de mes chers dépendants affectifs parce que une personne est violentée par son conjoint ou trompée par sa conjointe ou peu importe, et qu'on va se moquer de ces gens-là en disant c'est parce qu'elle doit aimer les coups hein, que se laisse taper dessus, ou c'est parce qu'il aime ça être cocu hein, parce qu'elle le trompe et puis il reste là. Eh bien non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que quand ces personnes me tiennent ce genre de discours, je leur dis, si je vous emmène en haut du Grand Canyon et que je vous mets au bord du précipice et que je vous dis, soit tu sautes dans le vide et tu claques, hein, tu vas crever, soit je te frappe et tu endures les coups. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu endures les coups ou tu sautes dans le vide? Eh bien forcément ces personnes vont me dire, je vais me laisser frapper. Parce que pour ceux qui sont en dépendance, s'éloigner de quelqu'un, c'est crever, c'est sauter dans le vide. Et donc ils préfèrent être humiliés, frappés, tout ce qu'on peut faire en dépendance affective, plutôt qu'être seul. Et c'est exactement la métaphore dans une série américaine télévisée que j'avais vue, où une prostituée avait eu le portrait démoli par son macro, et que les deux policiers l'exhortant à porter plainte sont complètement sidérés parce qu'elle refuse. Elle refuse, pourquoi? Parce qu'elle dit, mais cet homme-là, c'est le seul qui m'a aimé, le seul qui m'a porté de l'attention. Il m'aime, vous comprenez? Et s'il m'a frappé, c'est que je méritais les coups. Et puis un jour, on va partir en vacances tous les deux. Et bien c'est ça la dépendance affective. Et là, c'est quasiment c'est quasiment rentrer à la limite dans un système sadomasochiste quelque part. Mais oui, parce que tout et n'importe quoi plutôt qu'être seul. Parce que la dépendance affective se vide, c'est un gouffre sans fond où il fera nuit tout le temps, il froid tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc mieux vaut n'importe quoi et n'importe qui que cette solitude qui est terrifiante. Parce que vous êtes un enfant terrifié. C'est pour ça qu'il faut devenir adulte. Et en étant adulte, on se libère de tous les problèmes notamment, et aussi des personnes qui peuvent prendre le dessus. Donc souvenez-vous que celui qui donne comme celui qui prend, tourneur affectif ou desperado, ils ont le même problème, et qu'ils sont pris dans un piège aussi terrifiant pour l'un que pour l'autre. Et le desperado est branché sur du 220 et grimpe au rideau toutes les 2 secondes, et le tourneur affectif est coupé de ses émotions. Voilà pourquoi le déséquilibre s'installe, et pourquoi les gens ne se comprennent pas, et ça finit mal. Tout à fait. Je te remercie infiniment Pascal en tout cas. On peut en sortir, voilà. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on peut en sortir et très vite, à partir du moment où on a compris de quoi on est affecté et qu'on se retrousse les manches et qu'on muscle sa confiance et son estime. Tout à fait. Merci beaucoup Pascal. En tout cas, c'était très complet. En tout cas, même on a encore continué à l'au-delà et c'est franchement... Et je suis très bavarde. Je pourrais faire ça pendant 2 jours et 2 nuits sans m'arrêter. En tout cas, ça sera avec beaucoup de joie en tout cas. Si la capacité de mon ordinateur aurait eu une meilleure capacité. Merci encore. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous choisissez si vous vous retrouvez au fond du précipice, à sauter ou à encore recevoir les coups? Quel est votre choix? Voilà, ça c'est la phrase finale de cette interview. Merci encore Pascal. Et sur ce, n'oubliez pas de prendre les informations qu'il y a dans le descriptif de la vidéo et surtout vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, cette interview. Et merci encore à toi Pascal Piquet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!